Durablement Vôtre, l'entretien quotidien avec des femmes et des hommes de Lorraine et d'ailleurs, engagés dans une démarche de développement durable dans la sphère écologique, économique ou sociale. Lorsque parfois leur action se situe à l'intersection des trois sphères, elle ou il nous ouvre alors la voie d'un autre monde possible, vivant, viable et vivable. Durablement Vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Aujourd'hui, nous évoquerons l'handicap, ou plutôt celles et ceux d'entre nous en situation de handicap, mental ou moteur. Car le développement durable ne se réduit pas, comme on le croit souvent, à la seule sphère écologique, en oubliant la dimension économique et sociale. S'inscrire dans une démarche de développement durable, c'est bien se situer à l'intersection des trois sphères. Dis-moi comment tu tiens compte des personnes en situation de handicap, je te dirai dans quelle société tu vis. Nous sommes avec le gérant fondateur de la société de voyage adaptée, Access Cible. Éric Mutschler, Durablement Vôtre. Pascal Zimmermann, bonjour. Bonjour. Access Cible, la société que vous venez de fonder, propose des voyages adaptés dans toute la France et dans le monde. Des voyages adaptés. Expliquez-nous, Pascal Zimmermann. Eh bien, un voyage adapté, c'est, comme son nom l'indique, c'est un voyage qui est à la portée de toutes les formes d'accessibilité. De savoir qu'une personne déficiente, qui peut avoir une déficience moteur ou une déficience mentale, peut avoir des difficultés à accéder à un certain nombre de voyages, à un certain nombre de lieux. Et donc, le voyage adapté, c'est justement rendre le voyage adapté au handicap de la personne qui sollicite notre demande. Access Cible, c'est un mot valise qui s'écrit access comme l'accès, apostrophe cible. Là aussi, Pascal Zimmermann, une explication. Alors access, oui, pour accessibilité. Donc le mot accessible est un mot fréquemment utilisé dans le milieu du handicap. Et ciblé parce que c'est avant tout la personne en situation de handicap qui cible son voyage. Beaucoup d'entre nous reconnaîtront l'extrait de cette bande-annonce. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous et de votre banque. J'ai trouvé un type, là, je voulais amener, je crois qu'il est un peu handicapé. Vous voyez bien que je suis seul ici. C'est pas à moi à m'occuper de ça, c'est à vous. On paye des impôts pour ça. Moi, j'avais la chaussure. Quel genre de chaussures désirez-vous? C'est lui qui veut des chaussures. J'avais la chaussure. L'amour est un bouquet de violets. Je peux pas m'occuper de toi. J'ai dit un moment que je m'occuperai pas de toi. Et plus doux que ces Il faudrait juste embrasser les enfants. Ne viens pas, n'appelle plus. Calme. Durablement Vôtre, Éric Mutschler. Le 8e jour, bien sûr, un film belgo-franco-britannique écrit et réalisé par Jaco van Dormel avec Pascal Duquesne et Daniel Auteuil. Ce film sorti en 1996 a marqué les esprits, Pascal Zimmermann. Oui, c'était un très beau film et en plus situé dans une époque où le regard sur le handicap n'était pas encore celui qu'on a aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut recontextualiser ce film en 1996. Tout à fait, donc il y a 21 ans quand même qui se sont écoulés et beaucoup de choses se sont passées dans le handicap et pourtant il y a quand même encore dans ce film des représentations qui ont encore cours aujourd'hui sur la façon dont on regarde, le regard qu'on porte sur une personne en situation de handicap. Par exemple ? Eh ben là, en l'occurrence, Pascal Duquesne, dans le film, qui est un très bon acteur et qui est un monsieur trisomique. Trisomique dans la vraie vie. Qui est trisomique dans la vraie vie et on voit bien que ça ne l'empêche pas d'être un comédien. Et un très bon comédien. Et est un très bon comédien, et d'ailleurs qui continue à dispenser des cours de théâtre en Belgique. Et on voit bien aussi cette rencontre entre Daniel Auteuil et qui trouve cet handicapé sur le bord de la route et qui ne sait absolument pas quoi en faire. Et on a la rencontre de deux personnes où on voit bien que la personne la plus handicapée au départ dans la rencontre, c'est quand même bel et bien Daniel Auteuil. Oui, parce qu'ils sont totalement opposés dans leur mode de vie, leur mode de pensée, leur mode de fonctionnement. Constamment. Totalement, oui. Daniel Auteuil est un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui travaille dans le management, qui est dans ce qu'on appelle la gagne. Et Pascal Duquesne, lui, il est dans l'instant présent, dans ce qu'il vit dans l'instant présent par rapport à ce qu'il est et dont il est pleinement conscient d'ailleurs. En 21 ans, Pascal Zimmermann, qu'est-ce qui a réellement changé dans l'handicap et peut-être surtout culturellement sur le regard de notre société à l'égard des personnes en situation de handicap ?
Je pense que notre société a été obligée d'opérer un basculement on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un certain nombre de catégories de personnes qui commençaient à se communautariser. On parle des émigrés qui peuvent se communautariser en groupe ethnique. On peut voir ça, les femmes qui peuvent se retrouver entre elles, les homosexuels entre eux. Donc on a légiféré sur toutes les personnes qui, en fin de compte, étaient en sentiment d'exclusion. Il était tout à fait normal que l'on porte un regard également sur les personnes en situation de handicap. En même temps, Pascal Zimmermann, on vient de très loin. Ah oui, de très très loin. À savoir que, vous savez que Napoléon Bonaparte pensait qu'il fallait envoyer les handicapés en haut des montagnes et que l'air de la montagne allait les guérir. Voilà, et c'est pour ça qu'on avait beaucoup de centres pour handicapés qui étaient perchés très haut. Enfin, c'était des idées. Ensuite, on n'avait pas toujours très conscience que le handicap était des formes de pathologie. Il y avait aussi des idées qui étaient liées à des superstitions. Des croyances, oui. À des croyances. Souvent, dans des familles, on avait un enfant handicapé, on pensait que c'était un mauvais sort venu, voilà. Et c'est vrai qu'on arrive de très très loin et qu'aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que on a fini par admettre que la différence, que nous étions tous porteurs finalement d'une différence et que ça ne nous empêchait pas d'être complètement inclusifs dans la société et d'avoir les mêmes... à savoir des devoirs, mais qu'on pouvait aussi avoir les mêmes droits que n'importe quel citoyen. Évoquer les personnes en situation de handicap, Pascal Zimmermann, à contrario, c'est forcément faire référence à des normes. Oui. Oui, effectivement, mais on vit dans une société où on est obligé d'être normatif et en tout. Mais oui, ça répond à un certain nombre de normes. En revanche, je dirais que, voilà, accompagner une personne en situation de handicap, c'est comme si vous accompagniez n'importe qui, un collègue de travail dans une tâche quotidienne. Vous suivez un certain nombre de règles, il n'y a pas de raison que ce soit des règles... comment dirais-je, qui soit particulière. C'est, voilà, vous accompagnez quelqu'un, vous accompagnez un enfant à l'école, vous accompagnez un collègue dans son travail, vous accompagnez votre maman faire les courses, vous suivez un certain nombre de règles, ben voilà, c'est la même chose pour tout le monde. Alors, on y reviendra plus en détail avec vous, Pascal Zimmermann, à travers la société Accessible. Aujourd'hui, quelle est la situation des personnes handicapées à l'égard des vacances, tout simplement, ou peut-être des sorties qu'ils souhaitent réaliser ? Alors aujourd'hui, on a bien compris aussi qu'il y a une vraie demande d'autonomie de la part des personnes en situation de handicap, qu'elles ont des envies comme tout à chacun, et donc il y a vraiment de la demande de voyage. Et fort heureusement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de possibilités de prendre l'avion, de plus en plus de possibilités de prendre le train, de plus en plus de possibilités d'accéder à des salles de spectacle. Donc, effectivement, aujourd'hui, il y a une forte demande de la part des personnes en situation de handicap pour réaliser un projet qui leur est propre et non pas faire de l'occupationnel, on va dire. Voilà. Le sujet du handicap est toujours délicat à traiter au cinéma. Et pourtant... Comment vous vivez l'idée d'être un assisté ? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres ? Ça va, merci, et vous ? Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler ? Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie que vous tiendrez pas 2 semaines. C'est un truc de ouf, là. Non mais vous avez fini de jouer, hein ? Mais en fait, vous sentez rien du tout, là. Et la jupe, elle est où, là ? Non, ça c'est des bas de contention. Ça, si je les mets pas, je risque de m'évanouir. Moi, je vais pas vous mettre des bas, hein. Même pour vous, vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... On dit non, on les met pas, on reste là. Voilà, c'est bon comme ça ? Attends. Bon appétit. S'il vous plaît. Oh. C'est qui ce type ? Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Tu dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Surtout dans ton état. Dites-moi, vous n'avez pas envie de prendre le large ? Vous voulez vous barrer, c'est ça ? Et on va où ? Respirez un peu. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Et pourtant, il peut être traité avec talent, comme le film Intouchable, réalisé par Éric Toledano et Olivier Nakache, avec François Cluzet et Omar Sy, qui a fait un tabac à sa sortie en 2011, puisqu'il est la production de langue non anglaise à avoir connu le plus grand succès de tous les temps sur le marché international.
Imaginez 54 millions d'entrées dans le monde. C'était un extrait de la bande-annonce. Ce film a été déterminant pour l'activité que vous avez créée, Pascal Zimmermann. Oui, complètement, oui. Là, j'ai vu qu'il y avait un besoin d'accompagnement individualisé dans le handicap, c'est-à-dire qu'une personne en situation de handicap pouvait solliciter quelqu'un par lui-même et lui demander de l'accompagner et de l'aider à réaliser ses rêves sans passer forcément par énormément de filtres et surtout l'accompagnateur dans le film, Omar Sy, va l'aider à dépasser aussi toute cette machinerie de surprotection dans laquelle les handicapés peuvent être confinés. Pascal Zimmermann, vous êtes aujourd'hui quasiment le seul à proposer ce type de service. Ah oui, en individuel ciblé, spécifique, sur mesure, oui, je suis quasiment le seul. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'on venait de loin. Visiblement, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, puisque au final, à la fois les institutions, mais peut-être aussi les prestataires n'ont peut-être pas encore compris, je vais dire des choses peut-être un peu brutalement, n'ont pas compris que les personnes en situation de handicap ont là aussi des envies de voyage, de sortie, de spectacle. Si, tout à fait. Je crois que les choses se sont faites de façon beaucoup trop encadrée jusqu'à ces dernières années, c'est-à-dire envie de spectacle, on organise au sein de l'institution une sortie de groupe et on va au théâtre ou au cinéma. On part en société de vacances adaptées, ça existe depuis très longtemps, les vacances adaptées. On part en groupe sur des brochures par des sociétés qui vous proposent de partir en groupe dans un lieu donné au bord de la mer ou à la montagne et on organise des activités en fonction. Ce qui fait que la personne reste toujours confinée dans le site. Oui, parce que quand vous dites en groupe, c'est en groupe entre personnes en situation de handicap. En groupe entre personnes en situation de handicap. C'est-à-dire, on reste confiné. Ce n'est pas qu'il n'y a pas la possibilité de s'échapper de l'institution ou de faire autre chose. C'est simplement que c'est une demi-évasion, puisqu'on reste toujours confiné dans le handicap avec des autres personnes en situation de handicap. L'intérêt de ce que je propose, c'est justement l'inclusion, sortir du handicap, de retourner, on va dire entre guillemets, dans la vie normale, civile de monsieur et madame tout le monde, et de pouvoir évoluer en vacances ou en sortie ou en concert, comme tout à chacun, sans pour autant être confiné ou regardé par rapport à son handicap. Vous évoquiez tout à l'heure, Pascal Zimmermann, l'impact pour votre propre activité qu'a eu le film Intouchable. Il y a quelqu'un d'autre également qui vous a marqué, c'est le sociologue Wolfenberger. Oui, Wolfenberger était un sociologue de naissance allemande qui a été naturalisé américain. C'est quelqu'un qui est né juste avant la guerre de 39-45, qui a été témoin aussi de la façon dont les nazis traitaient les handicapés, mais également tous ceux qui ne répondaient pas à leurs critères. Et il en a fait un constat assez intéressant, c'est qu'en 1982, il a sorti la théorie de la valorisation du rôle social. Il s'est rendu compte que finalement, une personne était amenée à réussir dans son existence suivant le regard, la valorisation qu'on portait sur elle. Vous savez, on n'est pas... Ça paraît presque évident, mais tout ça nécessite probablement d'être théorisé précisément. Absolument, tout ça avait besoin d'être théorisé et répété. D'ailleurs, c'est très dommage parce que si vous allez sur les sites en français, on retrouve très peu d'articles sur la valorisation du rôle social, alors que vous allez sur les sites anglophones, Social Valorization Recognizing, c'est très commun. Et voilà, on peut considérer qu'une personne se sente dévalorisée de par son handicap, mais une personne peut se sentir dévalorisée parce qu'elle est au chômage. Une personne peut se sentir handicapée pour plein d'autres raisons. Tout simplement, ce n'est pas le problème qu'elle porte en elle, c'est le regard qui est porté sur ce qu'elle porte, qui va la dévaloriser. D'ailleurs, vous-même, Pascal Zimmermann, le fait d'être blanc aux Antilles, où vous avez vécu pendant 10 ans, peut poser problème. Ah bah ça a pu me poser quelques problèmes, pas forcément tous les jours, puisque j'avais une compagne qui était antillaise, mais effectivement, oui, bien sûr, quand vous êtes en situation minoritaire, forcément. Mais voilà, l'intelligence, c'est d'accuser le coup en se disant, voilà, je suis blanc dans un monde de noirs, je suis noir dans un monde de blancs, je suis en fauteuil roulant dans un monde de marcheurs, voilà.
c'est aussi à vous de vous intégrer et à un moment donné, on va faire en sorte qu'on ne va plus voir que vous êtes en fauteuil, on ne va plus voir que vous êtes blanc, on ne va plus voir que vous êtes noir. Voilà. Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aimerais rechanter et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant s'il est une samba, son tristesse est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. J'en connais que la chanson incommode, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans l'aimer. Moi je l'aime et j'ai parcouru le monde en cherchant ses racines vagabondes. Aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. Qu'elle venait de Bahie, qu'elle doit s'enrhumer sa poésie à des siècles de danse et de douleur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Exprime, elle est blanche de formes et de rimes, blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Durablement vôtre. Stacey Kent, qui est bien une chanteuse et américaine et de jazz, mais qui chante beaucoup en français, comme ce titre Samba Saraba, paru en 2007 sur l'album Breakfast on the Morning Tram. Il y a une raison très précise qui vous a fait choisir cette chanson, Pascal Zimmermann. Oui, il y a deux raisons. La première, c'est parce que c'est une chanson qui a été composée par Pierre Barou, qui est disparu il n'y a pas si longtemps, qui était aussi une forme d'homme multiple, qui écrivait, qui faisait de la musique, qui était un très bon cavalier, c'est un extrait d'un homme, une femme du film de Lelouch, et effectivement, Lelouch, c'est quelque chose, les films de Lelouch correspondent très bien à ce que je fais, si vous regardez bien, un film de Lelouch, ce sont toujours des gens qui viennent d'univers différents, des rencontres improbables, des gens qui sont abîmés par la vie, qui vont croiser la route d'un avocat ou d'un magistrat, et vous avez des destins croisés comme ça qui n'ont rien à faire ensemble et ça finit par devenir une histoire cohérente. Et juste un exemple, l'itinéraire d'un enfant gâté avec Jean-Paul Belmondo, il y a dans le film, il y a une dame, sa secrétaire est une femme handicapée, c'est une ancienne acrobate qui est tombée, qui se retrouve en fauteuil roulant. Et elle navigue aussi dans le film de façon très cohérente. Voilà,
la vie, c'est un peu un film de Lelouch, parce que ce sont toutes ces rencontres comme ça qui sont improbables et qui finalement, qui n'ont rien à voir socialement ensemble, et qui finalement font quelque chose, un ensemble cohérent. J'aime beaucoup. On revient finalement à la thématique du 8e jour. Pascal Zimmermann, très très concrètement cette fois-ci, comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui proposez vos services aux personnes en situation de handicap? Est-ce que ce sont des personnes qui viennent de loin? Est-ce que ce sont les institutions? Et puis ensuite, comment ça se déroule? Alors, effectivement, je fais ma petite démarche commerciale, comme tout le monde. J'arrive avec ma petite plaquette, je me présente dans les institutions. C'est un milieu que je connais quand même assez bien, donc j'ai des bonnes entrées. Et puis, par la suite, eh bien, ce sont les institutions ou les familles qui sont tutrices à la personne qui me sollicitent à la demande souvent de la personne qui réside dans l'institution. Vous avez un tel ou une telle qui sont dans une institution qui disent cet été j'aimerais bien partir en Corse, ou j'aimerais bien aller cet hiver aller au concert de Renaud au Zénith à Paris. Donc je me rends sur place, je fais connaissance avec le résident, je fais connaissance avec l'équipe éducative et on commence à travailler sur le projet pour voir déjà si la personne a les capacités physiques de se rendre à la destination où elle veut, c'est-à-dire qu'on essaie de monter quand même un séjour qui soit suffisamment cohérent pour la personne, de répondre au mieux à sa demande, de bien comprendre ce qu'elle va chercher, et à partir de là, je monte un projet. Et on monte un projet, on regarde la médication qu'il faut, enfin voilà, on prend un certain nombre de paramètres. À moi de charge de trouver les lieux qui soient les plus adaptés, les plus confortables pour la personne. Une fois que le projet est monté, je vais chercher la personne le jour du départ, je l'accompagne sur le lieu de séjour, je l'accompagne dans ses gestes quotidiens, ou moi, ou un animateur ou une animatrice que j'aurais sollicité pour ça. Je l'accompagne dans ses gestes quotidiens pour ceux dont elle a besoin de ma présence. Je l'accompagne dans sa prise de médicaments s'il y a lieu. Je l'aide à gérer son budget. Quand j'ai des personnes qui ont des difficultés d'orientation dans l'espace et dans le temps, je les aide aussi à revenir à la réalité du séjour. Enfin voilà, c'est tout un accompagnement H24. C'est un accompagnement H24. Qui peut être constitué soit de sorties, on a parlé un instant de spectacle, mais ça peut être aussi des séjours, des vacances de 8-10 jours, plus encore éventuellement à l'autre bout du monde. Ah, complètement. Là, je vais partir dans quelques jours, je vais partir en Guadeloupe avec un monsieur qui a une lésion cérébrale, donc quelqu'un qui est apte à faire 8 heures d'avion, qui marche, mais qui a quelques problèmes cognitifs, donc qui ne peut pas voyager tout seul. Je reviens d'un concert à Paris où j'ai été voir Ibrahim Malouf à Bercy, qui était un concert grandiose avec un monsieur en fauteuil roulant. Là, je reviens de la Côte d'Azur également avec un autre monsieur qui voulait tout simplement aller prendre le soleil. Mais je vais accompagner aussi une personne auprès de sa famille. Disons qu'on a un monsieur là qui a 45 ans, qui a des parents qui sont proches de 80 ans, qui sont éloignés de 200-300 km de distance. Ils aimeraient bien faire une rencontre de famille. Effectivement, pour la famille, c'est également rassurant de faire venir, d'organiser une rencontre, d'organiser un rapprochement et d'avoir quand même une personne à côté qui va accompagner, qui va aussi éviter à la famille de produire des gestes dont ils n'ont pas forcément l'habitude. À propos de gestes, Pascal Zimmermann, vous n'avez aucune qualification néanmoins pour faire des gestes médicaux. Ah non. Là, très clairement, on va accompagner la personne dans ses soins, dans la prise de ses médicaments, mais quand il s'agit d'actes médicaux, d'actes infirmiers, effectivement, on sollicite une personne du corps médical pour venir assister la personne. Certains comportements, sans être un handicap au sens habituel, peuvent néanmoins être réellement handicapants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, s'il vous plaît, faites attention à pas déplacer mon pion avec le vôtre parce que vous lui faites toucher la ligne. Pardon. Écoutez, ça n'a aucune importance. Regardez mon pion, eh bien, il touche un peu la ligne. Ça ne me pose aucun problème. Franchement, je sais pas comment vous faites. Allez, le faire enculer. Ben non, pas maintenant, on joue, là. Bon alors, Lily, le faubourg Saint-Honoré, on l'achète, on fait juste les juiteries. J'achète. Alors, c'est 300 €. Putain, heureusement que je fais la banque, hein, sinon tout serait gratos avec vous. 100, 200, 250 et 300. Oui, merci, Lily, c'est à moi. 100, 200, 250 et 300. Oui, merci, Lily, c'est à moi.
Allez, je veux la gare de Lyon. Mais vous êtes obligé de tripatouiller les dés comme ça à chaque fois. C'est pas très hygiénique pour les autres. Oh, ça va, j'ai les mains propres, moi, c'est pas comme d'autres. Éric Mutchler, Durablement Vôtre. L'affiche du spectacle Toc Toc, écrit et mis en scène par Laurent Baffy, annonce que 93% des personnes interrogées avouent avoir au moins un TOC. C'était un extrait tiré de la représentation au Théâtre du Palais Royal en 2005. Tout le monde n'est pas forcément fan de Laurent Baffy. Pascal Zimmermann, je vais donc vous demander de résumer cette comédie. Alors, c'est une comédie où il y a 6 personnes qui vont se rencontrer dans le cabinet médical d'un grand spécialiste, le docteur Steiner, qui est censé soigner tous les troubles du comportement, essentiellement les troubles obsessionnels du comportement. On appelle les TOC. Qu'on appelle les TOC, voilà. Et on a ces 6 personnes qui vont venir se retrouver dans cette salle d'attente. Et apparemment, l'avion du professeur Steiner est retardé sur le tarmac d'un aéroport. Il ne va pas arriver et les personnes sont obligées de faire connaissance, chacun avec son petit défaut ou son gros défaut. Et ça donne une partie de plaisir, de rigolade, comme quoi, oui, on peut vraiment aller vers la dérision. Et puis, on va pas raconter la fin de ce spectacle, mais évidemment, la chute est assez étonnante et inattendue. En même temps, Pascal Zimmermann, ce spectacle bien nous renvoie à nos propres handicaps qui sont plus ou moins marqués. Finalement, ces TOC sont des comportements qui peuvent être très handicapants. Et finalement, on revient à ce que vous disiez au début de l'entretien, nous sommes quelque part tous concernés avec plus ou moins d'intensité. Ah ben oui, tout à fait, oui. On a tous nos petites manies, on a tous nos petits handicaps. Quand je mets mes lunettes pour écrire, sans mes lunettes, je suis un handicapé. Voilà, et puis vous avez toujours des petites expériences de la vie quotidienne, je pense vous-même, en vous disant « Tiens, t'as pas remarqué, celui-là, il arrête pas de se gratter le nez à chaque fois que je le vois, ou il se frotte tout le temps l'œil, ou il cligne des yeux, ou il a un petit tic. » On a tous nos petits défauts et voilà, il y en a qui en sont plus conscients que d'autres. Ça peut être handicapant pour certains. Alors les TOC, oui, ça peut être très difficile. Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient des troubles obsessionnels qui étaient vraiment très difficiles. Surtout le syndrome de la Tourette. Alors, le syndrome de la Tourette, il n'est pas exactement celui qui est décrit dans la pièce de théâtre. Oui, c'est une toute petite partie avec ce qu'on connaît habituellement avec la tendance à prononcer des gros mots, mais ça peut être des comportements, des tics simplement. Oui. Mais ça peut être des comportements, des répétitions systématiques ou des répétitions de gestes. Et très souvent, là, on peut aussi tomber sur des personnes qui ont hérité d'un handicap de la part de leurs parents. Les TOC sont souvent héréditaires, sont souvent génétiquement transmissibles ou transmissibles par mimétisme. Et là, oui, pour être plus sérieux, j'ai connu une jeune femme qui, elle, se retrouvait en situation de handicap parce qu'elle avait une maman qui était en situation de handicap et qui ne voulait pas le reconnaître et qui a tout reporté sur sa fille. Pascal Zimmermann, on comprend bien l'objet de votre activité, l'intérêt aussi de votre activité qui, j'imagine, doit bien sûr séduire des personnes en situation de handicap, mais la question est fatale. Tout ceci a un coût, a un prix, surtout un prix pour vos clients. J'imagine que vous parlez bien de clients. On le voit dans le film Les Intouchables. La personne en situation de handicap est évidemment richissime. Est-ce que ça veut dire que ce type de prestation que vous proposez n'est réservé qu'à une clientèle fortunée ? Non, pas du tout. Pas du tout. Effectivement, la demande va être réalisée en fonction des moyens de la personne. C'est évident. On aura des personnes qui ont plus de moyens, qui vont pouvoir s'offrir des voyages importants. Alors, d'où leur provient leur patrimoine, ça, ce n'est pas à moi Bien sûr. de le trouver. Je suis sollicité par des gens qui vont me dire là vous pouvez y aller, il y a des moyens, et puis d'autres personnes qui vont dire là écoutez, j'aimerais quand même partir 8 jours en vacances, mais il n'y a pas trop de sous. Et ben voilà, dans 2 semaines je pars en Guadeloupe avec un monsieur qui a les moyens d'aller en village vacances en Guadeloupe, et puis la semaine suivante je vais partir à l'île d'Oléron avec un monsieur qui a beaucoup plus de difficultés à se payer des vacances, et ça va être des vacances un peu moins longues, un peu moins intenses, un peu moins ensoleillées que la Guadeloupe, mais ce seront des vacances quand même. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, Pascal Zimmermann, des dispositifs financiers, institutionnels qui permettent à tout un chacun un peu, alors évidemment la comparaison est pas très élégante, mais est probablement injuste, mais
peut évidemment penser aux congés payés du Front populaire, on peut penser bien sûr à la création des colonies de vacances pour les enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs financiers qui permettent aux personnes en situation handicapée, quelles que soient leurs ressources, de bénéficier de services, alors pour l'instant, que les vôtres? On peut estimer finalement, après tout, soit que votre société se développe, soit que d'autres proposent ce genre de services. Mais voilà, est-ce qu'on peut imaginer que, partir en vacances soit à la portée de tout un chacun? Alors partir en vacances devrait être à la portée de tout un chacun. À vous parler des congés payés, il y a effectivement quand même des handicapés qui travaillent dans des CAT, qui sont salariés, qui ont une fiche de paye et donc ont des congés payés et avec leurs petites économies se payent des vacances. Vous avez d'autres personnes qui ont beaucoup moins de ressources ou plus de ressources, à savoir qu'ils peuvent prétendre à avoir droit à un montant compensatoire qui est lié à l'accompagnement. C'est-à-dire que, effectivement, on va pas... Je rassure le contribuable que la personne qui part en Guadeloupe, elle n'y va pas aux frais de l'État. C'est souvent des images aussi des gens qui me posent la question « Ah, mais il va en Guadeloupe ?» Non, pas du tout. Il paye ses voyages. Par contre, oui, il y a des aides compensatoires qui sont liées au handicap, qui sont liées justement au surcoût, puisque une personne handicapée est obligée de partir avec un accompagnateur. Et donc ce surcoût peut être pris en charge par les MDPH selon la destination, selon l'enveloppe. MDPH les maisons départementales pour le handicap. C'était chouette la fille de bord de mer. Chouin, c'était fait pour qui savait y faire. Chouin, c'était chouette la fille du bord de mer. Chouin, c'était fait pour qui savait le bleu. Durablement vôtre, Éric Mutschler. On aura reconnu le chanteur belge Arnaud, ici avec un extrait de la reprise « Les filles du bord de mer », sorti en 1993. Je préfère de loin l'original d'Adamo, lui aussi à moitié belge, sorti en 1964, sur la face A du 45 tours. Tout ça ne nous rajeunit pas, Pascal Zimmermann, mais là encore, vous avez choisi cet extrait pour une raison bien précise. Oui, d'abord parce que c'est le dernier concert que j'ai vu en compagnie d'un client handicapé. Il passait près de Poitiers et on a décidé d'aller voir Arnaud. Il m'a téléphoné, il m'a dit « j'ai envie de voir Arnaud, est-ce que tu peux m'accompagner, ça te dirait de m'emmener » et tout ça. Puis comme j'avais envie d'y aller aussi, je lui ai dit « écoute, voilà, je t'emmène et puis on va se le regarder ». Alors Arnaud est un chanteur belge flamand, contrairement à Adamo, qui est vraiment, franchement, fondu du bocal. C'est un déjanté, mais c'est un déjanté poétique comme je les aime. C'est un très beau spectacle. Et le fait qu'il soit flamand, j'avais envie d'amener ça aussi par rapport à un film flamand qui a été tourné il y a pas longtemps, qui est sorti il y a pas longtemps, qui s'appelle Hasta la Vista. Et donc c'est un film qu'on va pouvoir retrouver, qu'on va pouvoir voir, je crois, au cinéma ou qu'on peut télécharger. Je ne sais pas encore quelle est sa diffusion actuellement. C'est un film qui est sous-titré en français. Et c'est plus joli de l'écouter en flamand parce qu'il y a les intonations, il y a les cris, il y a les expressions. Ce sont 3 handicapés, mais vraiment très lourdement handicapés, qui se payent les services d'une forme d'infirmière qui va leur servir de chauffeur, d'accompagnatrice, mais qui vont partir sans prévenir personne et qui vont avoir qu'une seule envie, c'est de descendre en Espagne, aller se payer des prostituées. Tout un programme. À propos, Pascal Zimmermann, quelle est la demande de sortie ou de voyage la plus extravagante qu'on vous ait faite? Parce que vos sorties, on l'a bien compris, si c'est pour accompagner les personnes en situation de handicap en groupe au bord de la mer, c'est pas trop votre truc. Vous n'hésitez pas, si une telle personne, un client demande à sauter en parachute, vous êtes partant. Quelle est la sortie la plus extravagante qu'on vous ait demandé? Alors il n'y a pas longtemps, il y a un client qui m'a demandé si c'était possible de l'emmener à Las Vegas, aller écouter Céline Dion et d'aller jouer aux machines à sous. Donc moi j'ai trouvé ça assez extravagant, mais c'est tout à fait réalisable. Bon, va falloir savoir quelle est sa proportion à se contenir devant une machine à sous et voilà, si tous les filtres sont passés pour pouvoir faire un tel voyage. J'ai effectivement aussi quelques personnes qui me parlent d'aller rencontrer des filles. Il y a
tout à fait normal, puisqu'il y a aussi un vrai problème au sujet de l'accès à la sexualité dans le milieu du handicap. Sujet tabou s'il en est. Sujet tabou essentiellement en France, parce que c'est quelque chose qui ne représente aucun tabou dans les pays scandinaves, que ce soit ou en Belgique, ou en Allemagne, ou en Suisse. Décidément, quand il y a un progrès social quelque part, on cite systématiquement les pays scandinaves, hein, dans tous les domaines. Oui, absolument, oui, ou le Canada, hein, qui aussi travaille beaucoup sur l'inclusion. Oui, c'est un sujet tabou. Moi, j'ai rencontré des gens qui n'arrivaient pas à concevoir qu'une personne handicapée ait du désir. Ce qui est quand même assez extraordinaire, quoi. Donc, on vient de loin, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Ah oui, il y a encore énormément de choses, il y a énormément de travail à faire. Il y a énormément de travail à faire à ce sujet-là. Donc il y a ce genre de demande, mais il y a également des demandes qui peuvent être... du côté inverse, on me demande d'emmener quelqu'un à Lourdes parce qu'il a envie de faire un pèlerinage et c'est quelqu'un qui est catholique pratiquant. Voilà. Ça peut être aussi diversifié que d'aller voir une prostituée, comme pour aller voir ce que malheureusement je n'ai pas le droit de faire, je le précise tout de suite. Voilà, la loi m'interdit d'accompagner une personne dans sa demande, mais effectivement il y a un vrai travail à faire de ce côté-là. On sent bien, Pascal Zimmermann, que votre métier d'aujourd'hui, vous l'avez dans la peau. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. You're so deep in my heart that you are really a part of me. And I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair ain't never gonna go so well. But why shall I try to resist when, baby, I know so well that I've got you way under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, yells in my ear, don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, step up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop. For I begin, 'cause I've got you. You're under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats, yells in these ears, don't you know, you fool. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Michael Bublé, I've got you under my skin, je t'ai sous la peau. En français, on dirait bien sûr je t'ai dans la peau, ce qui revient à peu près au même. Une reprise de l'une des chansons cultes de Frank Sinatra enregistrée en 1956. Votre rêve, Pascal Zimmermann, c'était en fait d'être chanteur de jazz. Oui, oui, j'ai toujours été un fondu de Sinatra et des grands standards de jazz, de Tony Bennett, voilà. Sauf que voilà, moi je suis né dans les années 60, dans les années 80 quand j'aurais aimé réaliser mon rêve. On était plutôt dans la période Isabelle a les yeux bleus, voilà. Donc je collais pas du tout à mon époque. C'est une époque, j'aime pas beaucoup parler des années 80 parce que c'était une époque où je me suis pas très senti à l'aise ni au niveau musical ni à la façon dont la société évoluait. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui.
Mais oui. Alors, à défaut d'être chanteur de jazz, Pascal Zimmermann, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser au monde de l'handicap ? On va dire comme un peu tout ce que j'ai eu la chance de faire dans ma vie, c'est la vie qui m'a amené vers le handicap, et c'était pas moi qui suis allé vers le handicap, c'est le handicap qui est venu à moi. Pendant les années où je vivais aux Antilles, j'ai réalisé beaucoup de spectacles de marionnettes pour les enfants en situation de handicap. Ça a été un des meilleurs moments de mon existence. Un peu par hasard, parce que vous étiez à ce moment-là avec une dame qui travaillait dans ce domaine-là, ou oui, tout à fait. Ma compagne était institutrice dans le milieu du handicap. Elle était marionnettiste. Moi, j'avais beaucoup travaillé dans les métiers du spectacle aussi. Donc, c'était vraiment un défi à relever de pouvoir commencer à faire non seulement de créer des spectacles, de monter des spectacles de marionnettes, mais là, on est vraiment dans le développement durable, puisque pour construire nos marionnettes et nos castelets, on se servait de tout ce qu'on trouvait dans la nature. C'est-à-dire qu'on n'a pas acheté des marionnettes ni des castelets. C'était vraiment avec de la récupération qu'on a fait ça. Donc c'était vraiment un moment où j'ai vraiment pris énormément de plaisir. Et c'est vraiment en revenant en métropole où vraiment j'ai commencé à accompagner des groupes de personnes en situation de handicap en vacances que le virus m'a pris et que j'ai vraiment eu envie de développer quelque chose de personnalisé. Entre-temps, Pascal Zimmermann, vous avez réalisé une licence en théologie. Oui, je suis passé sur une licence en théologie à la faculté, à l'Institut protestant de théologie de Paris. Voilà, ça fait partie aussi de la complexité de mon personnage. Je peux passer du jazz à la recherche existentielle, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'écart entre les deux. Je veux dire, entre ce qui sort de la voix et de ce qui sort de l'esprit, il y a souvent beaucoup de raccords à faire. Ouais. Alors, à défaut d'être chanteur de jazz, aujourd'hui, vous travaillez avec la société Accessible que vous avez fondée, Pascal Zimmermann, dans le service d'accompagnement pour des voyages adaptés. Sans tout ça, vous feriez quoi aujourd'hui ? Alors ça, c'est une grande question. Ou peut-être je serais à l'autre bout de la planète en train de m'occuper de travailler dans une ONG ou de m'occuper de scolariser des enfants. J'aurais très bien pu rentrer dans une vie monacale aussi. Vraiment, j'ai pas d'idée. Si je n'en serais pas là aujourd'hui, je serais actif, ça de toute manière. Mais voilà, il y a beaucoup de pistes qui dans la musique aussi. Ouais. Je pourrais continuer quand même chanter, faire de la radio, je ne sais pas. Eh ben voilà, métier d'avenir, Pascal Zimmermann. Vous avez également travaillé, j'imagine, la psychologie de façon générale, pas forcément celle liée aux personnes en situation de handicap, mais j'imagine que c'est un secteur qui doit forcément vous attirer. Oui, alors j'ai fait une formation qui est par le biais d'une société américaine. On travaillait sur les préférences cérébrales. Savoir que nous avons tous un cerveau gauche, un cerveau droit, un corps calleux qui maintient les deux au milieu, et que nous avons des systèmes de fonctionnement différents. Ce qui fait, j'ai beaucoup travaillé aussi sur la découverte de la personne en se demandant pourquoi telle et telle personne est plutôt structurée pour devenir comptable et l'autre pour devenir artiste de variété, qui n'est pas la même façon de penser. Mmh. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé sur le domaine cognitif, qu'on appelle la préférence cérébrale. Et puis votre métier d'aujourd'hui, Pascal Zimmermann, nécessite quand même à la fois une disponibilité et puis un goût pour la mobilité. Ah oui, complètement, oui. Je crois, oui, il faut être un peu nomade aussi dans son esprit et dans sa vie. D'abord, vous devez être nomade dans votre esprit parce que chaque demande est différente et donc vous transposez avec chaque individu dans un lieu différent. Donc vous devez jouer de créativité, vous devez poser aussi les problèmes de façon rigoureuse pour que ça se passe bien, mais vous devez être aussi dans l'imagination, dans la créativité pour répondre au mieux à la demande. Donc il faut être assez nomade, très disponible dans son esprit. Et ensuite, il faut pouvoir aussi être disponible dans sa vie privée, c'est-à-dire ne pas hésiter de partir à l'aventure du jour au lendemain. Voilà, côté Tintin aussi. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ?
Pascal Zimmermann, gérant fondateur de la société de voyage adapté Accessible. C'est le moment de votre choix. On écoute. Nous sommes à Lourdes en ce début de mois de septembre. Et cette session est organisée par la Pastorale des personnes handicapées de la Conférence des évêques de France, ainsi que des associations. L'enjeu de cette rencontre, c'est d'offrir une rencontre de ressourcement aux personnes en situation de handicap qui se sentent souvent isolées et qui regrettent de ne pas avoir suffisamment de place dans l'Église. Donc leur proposer un moment où elles vont sentir qu'elles sont nombreuses et qu'elles ont de l'importance pour l'Église. C'est la première réaction que nous avons eue quand nous avons fait cette proposition. Enfin, l'Église s'intéresse à nous. Pendant 3 jours, 700 participants dans des situations très diverses sont invités à la rencontre. Le propos de Claudie Brouillet, coordinatrice nationale de la pastorale des personnes handicapées à la Conférence des évêques de France, dans un reportage diffusé le 22 septembre 2016 sur la chaîne KTO, pour illustrer votre coup de gueule, Pascal Zimmermann. Oui, je trouve qu'il est très intéressant que l'Église catholique s'intéresse aux personnes handicapées et est une pastorale dédiée aux personnes en situation de handicap. Mais ça me choque toujours un petit peu quand il y a ces grands rassemblements. D'abord, on remet toujours des handicapés avec des handicapés. On fait un gros truc, une grosse usine à gaz à Lourdes, venez tous par là. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des handicapés qui vont à Lourdes n'y vont pas dans l'espoir d'une guérison, ils y vont simplement parce qu'ils sont croyants. Voilà, donc il y a aussi une idée à se sortir de la tête d'emmener des gens sur des lits de malades en s'imaginant qu'ils vont guérir. Je pense que la démarche n'est pas tout à fait saine. Et puis le vrai coup de gueule, c'est que voilà, est-ce qu'on veut inclure les personnes handicapées dans la société et particulièrement dans l'Église? Alors commencez déjà par mettre des logos sur les sites des diocèses pour dire telle et telle église est accessible. Moi, quand je vais à Paris, je suis obligé de téléphoner au diocèse de Paris et on est incapable de me répondre quelle église est accessible. Alors je vous le dis pour ceux qui vont aller à Paris, il y a une entrée latérale à Saint-Sulpice où vous pouvez aller assister à la messe. Vous pouvez rentrer en fauteuil, vous pouvez aller rue du Bac, mais seulement il y a tellement de monde que les gens vous marchent dessus. Mais sinon, vous n'avez aucune information de quel lieu de culte est accessible. Je pense que c'est juste un petit rien. Il n'y a pas besoin de faire des grandes réunions, des grandes assemblées. Mettez un petit logo. Église Intel, messe à telle heure, accessible. Après, Pascal Zimmermann, ça ne concerne pas que les édifices religieux, ça concerne y compris les services publics. Ah, ça concerne également les services publics. Alors, au niveau des services publics, il y a énormément d'efforts qui ont été faits et pour l'accessibilité. Alors, bon, il y a des lieux qui ne sont pas du tout accessibles. Le problème, c'est que au niveau de l'accessibilité, quand vous touchez à un bâtiment qui fait partie du patrimoine culturel, pour le modifier, vous devez faire une demande au ministère de la Culture. Le problème, souvent, c'est le côté pragmatique qui manque en France par rapport aux pays anglo-saxons. Quand on va dire « Ah oui, mais vous n'êtes pas aux normes pour accueillir un fauteuil roulant ». Je comprends qu'un épicier de village qui reçoit un fauteuil roulant par an n'ait pas envie de changer son escalier. Par contre, on peut très bien faire des petites rampes en bois qui coûtent une centaine d'euros chez un menuisier qui vous évite de tout casser. Donc, on est toujours obligé de légiférer, de faire des grands spectacles pour montrer qu'on s'en occupe et qu'on va casser la pierre, on va tout casser la montagne et on va reconstruire sur de neuf, alors que des fois il suffit de 2 planches de bois pour satisfaire tout le monde. Pascal Zimmermann, vous qui voyagez dans le monde entier, vous avez toujours été très nomade, on l'a bien compris. Aujourd'hui, quels sont les pays qui vous semblent plus à la pointe de précisément cette prise en compte, cette normalisation de la personne en situation de handicap? Alors, c'est incontestablement le Canada. Incontestablement le Canada, c'est le pays qui fait le plus de travail, en plus qui a une vraie volonté de diminuer au maximum le nombre de résidents dans les institutions, et non pas parce que par souci d'économie au niveau du gouvernement fédéral, parce que c'est un pays qui n'a pas les mêmes problèmes économiques qu'on a en Europe. Non, tout simplement parce qu'on essaie de travailler au maximum sur l'autonomie de la personne, à savoir que l'on peut réaliser, agencer des appartements, des lieux de vie pour que les personnes ne soient pas systématiquement obligées de vivre dans une institution. Je pense que le Canada est vraiment à la pointe. Pour quelle raison? Ça tient à quoi, d'après vous? Il y a vraiment une réflexion. Vous savez, le monde anglo-saxon raisonne toujours en termes de valorisation. Je pense que, voilà, quand on parle d'American Dream, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que ce rêve américain, c'est toujours, on ne voit pas le problème, on voit la solution.
Vous avez une façon, moi j'ai travaillé avec des Québécois avec Daniel Boisvert, qui est doyen de l'Université de Trois-Rivières au Québec, qui est une sommité, oui, qui est quelqu'un qui compte dans le milieu canadien en ce qui concerne la valorisation du rôle social du handicap. Quand vous travaillez avec des anglo-saxons, des Canadiens, des Américains, vous apprenez à voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. C'est aussi bête que ça. Comment voyez-vous aujourd'hui la situation en France et est-elle, selon vous, Pascal Zimmermann, va-t-elle plutôt dans le bon sens ? Oh oui, je dirais qu'il faut être positif, oui. Il y a certainement des efforts à faire, mais là, c'est les handicapés eux-mêmes qui vont faire leurs revendications qui concernent la revalorisation de leurs allocations. Mais ça va plutôt dans le bon sens, oui. Il y a encore des petits efforts à faire au niveau civique. Respect de l'emplacement handicapé. Et là, vous disiez à l'instant, on sait qu'ils sont très créatifs dans ce domaine. On a vu des campagnes où aujourd'hui, on dit les choses clairement. Ah oui, on dit les choses clairement, et je pense qu'il faut dire les choses clairement et crûment. Vous savez, avec le monde du handicap, il ne faut pas prendre de détour. D'abord, avant, on avait ce qu'on appelait le langage correct, le politiquement correct pour pas blesser. Non, une personne handicapée sait très bien où elle en est, et elle est très capable de... lucide. Elle est très lucide, et elle est très capable de revendiquer et d'exprimer son besoin. Elle n'a pas besoin d'avoir quelqu'un derrière. Et c'est vrai que quand vous faites une campagne publicitaire en disant « si tu prends ma place, tu prends mon handicap », je trouve ça très bien visé, voilà. Merci Pascal Zimmermann pour cet entretien. Merci à vous surtout. Je rappelle que vous êtes le gérant fondateur de la société de voyage adaptée Access Cible. Pour en savoir plus, rendez-vous sur votre page Facebook à l'adresse Voyage adapté Accès Cible. On peut également vous joindre directement par téléphone au 06 32 35 59 72. On retrouvera ces coordonnées et les émissions, celles-ci et les précédentes, sur le site www.durablementvôtre.fr.